Et pour cette vidéo, nous retrouvons notre prochain invité, donc Christophe Boutin, politologue, docteur en sciences politiques et professeur de droit public à l'université de Caen, auteur de différents ouvrages autour des rouages politiques, c'est ce dont il sera question, ainsi que 3 dictionnaires coécrits avec Olivier Dard et Frédéric Rouvillois aux éditions du CERF, le dictionnaire du conservatisme, le dictionnaire des populismes et le dictionnaire du progressisme. Et puis, Christophe Boutin est aussi un contributeur régulier à Atlantico. On vous invite à retrouver ses travaux. Christophe Boutin, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, très heureux d'être avec vous. Je vous voyais essayer des lunettes de soleil il y a quelques minutes. Est-ce que c'est parce que vous êtes ébloui devant le rayonnement de notre démocratie, Christophe Boutin? Exactement. Exactement. J'hésitais, si vous voulez, entre la petite lunette type Matrix, qui aurait été assez réaliste, je crois, en la matière, ou une paire un peu plus grande, version vacances à Saint-Tropez, il est temps de partir. C'est vrai que notre démocratie actuellement connaît quelques soubresauts et je pense qu'on va en parler. La récente, très récente décision qui vient d'être rendue dans l'affaire Le Pen en est un exemple. Alors, je vous pose la même question que j'ai posée à Guilain Bénessin ce matin. Lorsque vous avez appris que Marine Le Pen était inéligible, quelle a été votre réaction, Christophe Boutin? Est-ce que vous vous attendiez à ce résultat? Est-ce que vous avez l'impression que c'est quand même une étape de plus à laquelle on devait ne pas s'attendre tellement c'est sidérant? Écoutez, j'étais surpris parce que, vous savez, j'enseigne le droit constitutionnel et je discutais avec mes étudiants de la récente décision QPC qui est tombée vendredi, et une décision dans laquelle le Conseil constitutionnel était intervenu, alors non pas dans l'affaire Le Pen, bien évidemment, mais dans une affaire, là aussi, d'exécution provisoire à propos d'un élu local. Et le Conseil constitutionnel avait émis ce qu'on appelle une réserve d'interprétation. Ce qui veut dire par là que le Conseil, avec cette réserve d'interprétation, donne son interprétation d'un texte, une interprétation qu'ensuite tous les autres acteurs politiques ou juridiques ont vocation à appliquer. La décision du Conseil s'applique à tout le monde. Et dans cette réserve d'interprétation, donc, le Conseil, dans une décision d'ailleurs qui aurait pu aller plus loin, mais voilà, le Conseil disait cette idée d'exécution provisoire, il ne s'agit pas d'empêcher le juge de la prononcer, mais le juge doit le faire en motivant clairement les choses et en ayant en tête de protéger la liberté de l'électeur. Et sur cette base-là, j'avais tendance à dire à mes étudiants, mais vous voyez comme quoi nul n'est prophète en son pays, ni en sa matière, ni en sa faculté. J'avais tendance à dire à mes étudiants, eh bien écoutez, il est fort possible que dans l'affaire Le Pen, le juge applique cette règle et donc qu'il n'y ait pas d'exécution provisoire. Vous voyez comme donc je m'étais trompé et j'ai été effectivement surpris, surpris aussi par, comme tout le monde, je crois, par les motifs qu'a indiqué le juge ou qu'aurait indiqué le juge, ce qu'on a dans la presse, les éléments du délibéré. Les 2 motifs qui ont été invoqués par le juge pour expliquer cette exécution provisoire. Je rappelle à l'instant très brièvement quel est le problème. Le problème n'est pas que la peine accessoire, c'est-à-dire l'inéligibilité ici, aille de pair avec une condamnation. Le fait est que Marine Le Pen, pour l'instant, a été condamnée en première instance, mais que comme tout le monde, comme tout justiciable, elle a parfaitement le droit de remettre en cause ce jugement de première instance, de faire appel, et éventuellement d'ailleurs, si elle n'est pas satisfaite de l'appel, d'aller jusqu'en cassation. À ce moment-là, il y aura effectivement une décision définitive. Là, pour l'instant, nous ne sommes que devant une décision provisoire. Et cette décision provisoire, par contre, va demander l'application immédiate, c'est-à-dire alors que le jugement définitif n'a pas été prononcé, l'application immédiate de l'inéligibilité. Et le juge le fait, je le disais, sur la base de 2 éléments. Premier élément, le juge a je dirais le culot, mais certains osent tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît, de parler de possibilités de récidive. En fait, ce que le juge n'a pas apprécié, n'a pas aimé ici, c'est que Marine Le Pen continue à considérer qu'elle est innocente et que c'est en toute bonne foi qu'elle utilisait les assistants parlementaires européens pour faire un autre travail. Donc là, il y a effectivement un débat qui pouvait exister entre le Parlement et le parti de Marine Le Pen, qui pouvait pourquoi pas aboutir à une condamnation, qui pouvait pourquoi pas aboutir à rembourser le Parlement européen, car il y avait une erreur d'interprétation, mais
on en est qu'à l'erreur d'interprétation. Mais le juge nous dit, voilà, parce que Madame Le Pen ne reconnaît pas qu'elle est coupable, en fait, elle devrait, c'est très procès de Moscou, vous voyez, elle devrait s'auto-flageller et reconnaître ses torts en public, parce qu'elle ne le fait pas. Donc, il y aurait une possibilité de récidive. Ce qui est un argument qui, je crois, ne séduit vraiment personne. Quant au deuxième argument, le juge considère qu'il y aurait un trouble à l'ordre public si, manifestement, pour ce qu'on peut connaître encore une fois de la décision, on n'a pas encore le texte, il y aurait un trouble à l'ordre public si quelqu'un qui peut être déclaré inéligible est candidat à la présidence de la République. Alors, le trouble à l'ordre public, j'entends bien, c'est une notion ici assez curieuse, c'est plutôt le trouble à l'opinion publique, pourquoi pas, mais je ne garantis pas que l'opinion publique ici ne soit pas aussi très troublée de voir qu'on empêche Marine Le Pen, potentiellement, d'être candidate à l'élection présidentielle. Donc voilà, une surprise, je l'avoue, une surprise par rapport à la décision du Conseil constitutionnel, une surprise par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui de la motivation de la décision. Et alors, effectivement, monsieur Boutin, moi j'étais hier à l'auditorium au tribunal de Paris, et donc je confirme effectivement tout ce que vous avez dit. Enfin, je l'ai entendu de la part de la présidente de la séance, hein, qui a développé ces deux arguments. Et en fait, ce qui était assez étonnant, c'est qu'on sentait que presque la justice, de cette façon, était vexée. Comme vous le disiez, Marine Le Pen n'ait pas reconnu sa propre culpabilité. Et puis, il y a un deuxième élément derrière qui est que, en fait, il parlait d'une forme de système qui avait été mis en place par le Rassemblement national, qui ne menait pas à une question d'enrichissement, mais à la question du fonctionnement du parti. Et donc, en fait, on comprend que, quelque part, quand le Rassemblement national parle de désaccord administratif, on sait que c'est l'État, finalement, en France, qui finance largement les partis politiques dans les campagnes, et même on sait qu'un parti politique, aujourd'hui, va essayer d'avoir un certain nombre d'élus pour avoir un certain nombre de salaires remplis aussi d'une certaine façon. Et quelque part, on a l'impression qu'on est sur même pas une question on n'est pas sur une question de morale quelque part, on n'est pas sur une question de justice en fait dans le fond de l'affaire. On est sur une question très administrative. Je dirais que là, encore une fois, la question qui se posait très très concrètement pour le Rassemblement national, mais à l'époque pour le Front national, et qui s'est posée de la même manière pour le MoDem, c'est la question de la gestion des assistants parlementaires européens. Est-ce que les assistants qui sont donnés, qui sont payés donc par l'Europe et derrière par les contribuables européens bien sûr, est-ce que les assistants des parlementaires européens peuvent faire autre chose que s'occuper uniquement des dossiers strictement européens? Ou est-ce qu'ils peuvent travailler sur des dossiers nationaux, étant donné que ces élus européens portent en quelque sorte la voix de leur parti politique et parfois la voix de leur nation à l'Assemblée, au Parlement européen. Donc on a un désaccord ici entre les deux, ce qui a conduit à la condamnation du MoDem récemment, avec des peines bien moins lourdes que celles qui viennent prononcer à l'encontre du Rassemblement national, mais ce qui a conduit à la condamnation du MoDem. On a le même problème en France. Je veux dire, en France, tout le monde sait très bien que les assistants parlementaires sont parfois utilisés à des tâches relativement étonnantes. Lorsque l'assistant parlementaire de tel ou tel député va rechercher les enfants à l'école, est-il réellement dans sa tâche d'assistant parlementaire? Lorsqu'il va chercher les fringues au pressing, est-ce qu'il est réellement dans sa tâche d'assistant parlementaire? Et je parle de ce dont je peux parler à une antenne, à une heure de grande écoute. Donc, soyons clairs en la matière, il y aurait beaucoup à dire. C'est vrai que l'assistant parlementaire a un statut qui est mal défini et que, en plus, dans le cadre de l'assistant parlementaire européen, le rapport avec le travail qui peut être fait au sein du parti qui a conduit à l'élection de ces parlementaires européens et qui définit ce parti une ligne politique au sein du Parlement européen ne paraît pas totalement déconnecté. Donc l'argument de Marine Le Pen ici est un argument qui peut être discutable, mais qui n'en est pas moins recevable. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absolument stupéfiant que ce soit la justice française qui décide de la manière dont doit fonctionner le Parlement européen ?
Non, je dirais presque c'est un petit peu sain parfois ici de voir la justice française pour une fois s'intéresser aux choses et non pas le juge européen. Mais ce qui est certain, c'est que on a monté en puissance une justice financière française avec le fameux PNF, le Parquet national financier, le bras armé le bras armé des politiques. Et ce PNF ici, effectivement. Je ne dirais pas a tendance à instrumentaliser un certain nombre d'éléments, mais on n'en est parfois pas très loin. Et il a quand même l'idée que c'est la justice qui s'arroge le droit de vérifier la manière dont les politiques entendent mener leur action. Alors, ce n'est pas en soi malsain, cher Richard, parce qu'après tout, qu'un politique corrompu puisse être condamné par un juge, je crois que ça nous apparaîtra à tous profondément sain dans un système démocratique. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Pardon ? Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Oh ben je pense à de nombreuses personnes qui ont été condamnées, y compris à des peines d'inéligibilité. Faut-il rappeler le cas d'Henri Emmanuelli, l'affaire Urbain? Faut-il rappeler Monsieur Jérôme Cahuzac, déclaré inéligible aussi, mais là, pour des raisons de fraude fiscale? Faut-il rappeler aussi le plus illustre d'entre nous, Alain Juppé, condamné à 2 ans d'inéligibilité, en quoi on apprend que d'ailleurs la condamnation à une peine d'inéligibilité peut être la voie royale pour arriver au Conseil constitutionnel. C'est très rassurant, je crois, pour Marine Le Pen, qui pourrait peut-être prétendre à la présidence après Richard Ferrand. Et alors, il y a une autre question qui se pose justement sur la question de l'inéligibilité. On va y arriver avec ce mot. Finalement, il passe beaucoup mieux au fil du temps. Mais le fait est que est-ce qu'il n'y a pas dans le problème démocratique qui est posé par cette question, est-ce que on se dit pas que la sanction devrait être presque une déchéance de mandat plutôt qu'une inéligibilité, parce que quelque part ça permet, en fait dans tous les cas la condamnation permet à l'électeur de choisir si oui ou non il considère la peine suffisamment grave pour empêcher ce politique d'avoir justement un mandat et de lui donner des responsabilités, parce que dans le fond en fait ce qui est interrogé c'est le rapport entre le politique et le peuple, en plus du rapport entre la justice et le politique. Oui, il y a cet élément supplémentaire, effectivement. La déchéance de mandat, elle n'est pas possible dans le cadre de l'élu national. Le Conseil constitutionnel a bien distingué entre les élus locaux et les élus nationaux. Il considère que les élus nationaux participant de la souveraineté nationale, il ne peut pas y avoir de déchéance de mandat en cours, alors qu'elle est effectivement systématique dans le cas des élus locaux. Elle a été appliquée, par exemple, pour Hubert Falco assez récemment. Donc là, il y a une différence de sanction, si je puis dire, entre élu national et élu local, que le Conseil constitutionnel valide en considérant qu'il y a une différence de situation entre les deux. Faudrait-il qu'il y ait d'échéance immédiate et renvoi devant l'électeur qui soit en quelque sorte le juge de paix? Alors, oui, je dirais volontiers oui et non. Et c'est une réponse de Normand, mais on ne saurait me la reprocher à moi en tout cas. Oui et non pour 2 raisons. D'abord parce que les électeurs ont parfois tendance à gommer un certain nombre de faits délictueux. On pense par exemple à la jurisprudence. J'oublie le nom de ce maire qui avait fait un témoignage profondément douteux dans une affaire avec il est allé de Béthune à Paris à une vitesse absolument impossible. J'oublie son nom. Il avait été réélu derrière. Et c'est d'ailleurs, c'était l'argument d'Alain Juppé aussi lorsqu'il est passé devant les commissions parlementaires au moment de sa nomination pour le Conseil constitutionnel. Il a dit: j'ai été réélu à Bordeaux, donc les Français m'ont pardonné. Alors, l'idée de les Français m'ont pardonné, j'entends bien. Encore ici, il faudrait savoir comment se fait la campagne. Donc, je suis assez méfiant sur ce sujet-là. Renvoyer devant l'électeur comme arbitre immédiatement au moment de la décision, ça me semble quand même problématique. Je crois que laisser un laps de temps peut être quelque chose d'utile. Maintenant, effectivement, c'est le mauvais côté des choses. Laisser passer ce laps de temps conduit parfois pratiquement à une sorte de mort politique de ceux qui ne peuvent pas se représenter aux élections immédiates qui suivent. Christophe Boutin, vous avez travaillé sur le populisme. Aujourd'hui, il y a une petite musique qui se fait entendre, c'est le peuple qui se retrouve face à une caste politique sourde, qui ferme les yeux même sur ses aspirations. Est-ce qu'on est en train d'assister là à la première pierre de l'essor du populisme avant peut-être un tournant politique majeur ?
Alors, la première paire de l'essor du populisme, non, parce que on a donc travaillé avec Olivier Dard et Frédéric Rovillois, on a co-dirigé effectivement un dictionnaire des populismes, d'ailleurs, et pas du populisme, parce que justement, on voulait montrer la diversité de la chose. Et on était arrivé un peu à une conclusion, enfin, en disant que le populisme, c'est surtout une méthode plus qu'une pensée. Donc la méthode populiste, effectivement, ce que l'on voit, c'est que la distinction entre élite et peuple elle est clairement actée. Les travaux de Michéa sont là, les travaux de Guy Louis sur les métropoles et la France périphérique, bien sûr Christophe Erlache et la critique des élites. On a moult travaux qui s'intéressent de manière privilégiée à ce hiatus et ce gouffre parfois qui existe entre des élites plus ou moins déconnectées et le peuple. Maintenant, cette décision ici ne traduit pas nécessairement une déconnexion. Ce qui traduit une déconnexion ici, encore une fois, c'est juste une partie de la décision, la partie qui concerne l'exécution provisoire. Derrière, que peut-il se passer? Est-ce que ça va améliorer les choses? Non, vous avez tout à fait raison en la matière. C'est pas une décision de ce type-là qui va réconcilier une population qui considère que ses principales inquiétudes ne sont pas prises en compte par les politiques au pouvoir et qui souhaiterait que cela soit le cas, qui considère d'ailleurs il faut le dire, que un parti comme le Rassemblement national, lui, propose des solutions à certaines de ces inquiétudes prioritaires. Il n'a jamais été au pouvoir, on ne sait pas s'il les mettrait, ce serait réalisable, mais en tout cas, il les propose, ce qui d'ailleurs lui confère des scores importants. Rappelons que Marine Le Pen était donnée à 37% au premier tour de l'élection présidentielle dans les sondages il y a quelques jours. Donc, ouais. Ce hiatus ne va pas disparaître avec une telle décision, j'en suis bien d'accord avec vous. Et en Roumanie, on a vu que c'est ce genre de décision même qui a conforté Călin Georgescu dans la popularité qu'il avait auprès du peuple. C'est la même chose qui pourrait se passer avec Marine Le Pen. Hier, on entendait sur RTL une dame qui expliquait n'avoir jamais voté pour le Rassemblement national et qui désormais voterait pour le Rassemblement national précisément parce qu'il y avait eu cette censure et que désormais Marine Le Pen était une sorte de martyr du camp des oubliés. C'est vrai que le système actuel, qui est un système qu'on voit quand même se développer de plus en plus dans les régimes qui se prétendent des régimes libéraux, donc des régimes qui respectent un certain nombre de règles de fonctionnement, de séparation des pouvoirs, un certain nombre de règles sur la liberté d'expression, et qui, ou ce qui est le cas de la Roumanie avec la Cour constitutionnelle, mais on a vu d'autres problèmes avec des cours constitutionnels ailleurs, ce système dans lequel les juges actuellement s'arrogent un certain nombre de pouvoirs importants et pèse de ce fait directement sur ce qu'évoquait le Conseil constitutionnel, encore une fois, dans la décision QPC de vendredi dernier, pèse sur la liberté de l'électeur, ce n'est pas sans poser une question fondamentale pour notre démocratie, je le crois. Il y a véritablement une espèce de dérive illibérale de ces prétendus régimes libéraux. C'est-à-dire, ce qu'on reproche à Viktor Orban, c'est exactement ce qu'on est en train de faire en France. Xavier Van Lier disait hier sur Radio Courtoisie quelque chose qui m'a paru absolument lumineux, c'est que jusqu'à maintenant, on avait, face au populisme, face aux tentatives tyranniques et dictatoriales, des contre-pouvoirs vertueux et légitimes que sont la justice et les médias qui étaient là pour se dresser face à Pinochet et à Trump pour nous expliquer que pas du tout les décrets gouvernementaux illégitimes et illégaux ne seraient pas appliqués et que bien sûr il y aurait toujours quelqu'un du Washington Post pour dénoncer l'hydre rampante. Et là, on a en France exactement le contraire, c'est-à-dire il y a un peuple, il a les aspirations de ce peuple et la justice se dresse contre le peuple pour empêcher ce parti d'arriver au pouvoir et les médias applaudissent à tout rompre en expliquant à quel point la justice est merveilleuse. Et donc là aussi, on se retrouve avec deux institutions censées protéger le peuple contre les abus du pouvoir qui en fait corroborent le pouvoir dans son exercice illibéral. Alors, corrobore le pouvoir...
On pourrait vous répondre non, car après tout, ces juges actuellement, et même ces médias, s'attaquent aux politiques. Le média, généralement, commence par une mise en cause, et on a des médias spécialisés là-dedans, on ne les citera pas pour ne pas leur faire de publicité, mais commence par une mise en cause des politiques, et derrière, le juge intervient et condamne le politique. En fait, je suis d'accord avec vous sur ce point, Richard, mais je crois que plus que les politiques, médias et juges actuellement obéissent ou sont dans le sens de la doxa dominante et font respecter avec une grande sévérité le respect de la doxa dominante, y compris par des politiques qui souhaiteraient s'affranchir de cette doxa, qui penseraient mal et qui donc doivent être plus ou moins exclus du débat politique. C'est le cas de la Roumanie avec la Cour constitutionnelle qui a fait appliquer les règles de la doxa de manière un peu curieuse, puisqu'encore une fois, dans le cas de la Roumanie, on a soupçonné, c'est sur un soupçon d'ingérence russe sur TikTok, et des conséquences de l'ingérence russe sur TikTok que l'on a empêché la candidature d'un des candidats à l'élection présidentielle roumaine. Donc on voit avec ça la marge de manœuvre que s'octroie ce que certains appellent volontiers la cathédrale, c'est-à-dire ce pouvoir mêlant les juges, les médias et les tenants, encore une fois, l'université parfois, faut bien le dire, les tenants de la doxa dominante. Christophe Boutin, on reste avec vous. On a encore quelques minutes pour cette vue de haut. Mes chers auditeurs, je vous rappelle qu'on va continuer à parler de ce thème jusqu'à 10h et que tout à l'heure, ce sera avec Pierre Gentillet. Voilà, donc restez bien avec nous. 9h et quelques, on retrouvera Pierre Gentillet. D'ici là, on a aussi nos chroniqueurs comme Yvan Rioufol. On continue avec Christophe Boutin. Et sur cet illibéralisme, j'aimerais qu'on revienne. Est-ce qu'on peut considérer que le juge a jugé en droit, ensuite il a donné à sa décision des justifications qui paraissent aberrantes, voilà, expliquer que Marine Le Pen serait assez idiote pour récidiver, c'est vraiment faire peu de cas de son intelligence, de son sens politique et de l'avertissement qui avait été donné. Et est-ce qu'on est en train, peu à peu, en France aussi, de basculer dans cet illibéralisme qui est pour défendre la liberté, rien de tel que de la brider, pour défendre la liberté d'expression, rien de tel que d'interdire, pour défendre la démocratie, rien de tel que de ne pas être démocrate? Ah mais exactement, un de mes éminents collègues a récemment publié un petit ouvrage sur la liberté d'expression, dans lequel il nous explique, dans une vision très très orwellienne, que finalement la liberté d'expression c'est la censure. Voilà, c'est la vraie liberté d'expression, elle passe nécessairement par la censure, ce qui est à rebours de la pensée libérale. La pensée libérale du 19e, que ce soit chez Constant, que ce soit chez Tocqueville, que ce soit chez Stuart Mill, pour prendre trois exemples évidents, cette pensée libérale considère que non seulement la censure est contre-productive, c'est le cas chez Constant, mais qu'elle ne permet pas le progrès de la société, et c'est le cas ici chez Stuart Mill. Donc, effectivement, nous sommes devant des gens qui reprochent un illibéralisme, si vous voulez, en face, mais qui pratiquent rigoureusement la même chose, et qui, de manière parfois encore peut-être plus stricte que dans les régimes qu'ils ont tendance volontiers à dénoncer. Christophe Boutin, c'est Vincent Trémollet de Villers qui explique que la nouvelle fracture aujourd'hui au sein du peuple français va se dessiner entre deux visions de la démocratie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la démocratie qui est censée mettre tout le monde d'accord va précisément être le point de rupture ? Alors le point de rupture, je pense pas, parce que actuellement, effectivement, la démocratie n'est pas remise en cause. Le problème de notre démocratie, c'est un problème de conflit de légitimité. Voilà. Et d'ailleurs, de conflit de légitimité qui peut parfaitement s'expliquer. D'un côté, j'ai des élus qui ont pour eux les légitimités démocratiques, ils ont été élus par le peuple souverain, et qui entendent ensuite mettre en place un programme ou agir en fonction du choix du peuple souverain. Et j'ai face à eux des juges notamment qui eux ont une légitimité technique et qui disent attention, il y a des règles à respecter, il y a la hiérarchie des normes, il y a la place de la Constitution, et donc en fonction de cela, je suis en droit, j'ai une légitimité pour limiter votre pouvoir, pour limiter vos choix.
Les deux c'est un équilibre des pouvoirs. Tant qu'on reste dans cet équilibre des pouvoirs classique, on est bien toujours en démocratie. La question ici, si vous voulez, c'est toujours la même chose. C'est une question d'interprétation. Le pouvoir politique va interpréter les textes qui lui donnent la possibilité d'agir. Le juge va interpréter les textes qui, selon lui, permettent de limiter l'action du pouvoir politique. Et cette interprétation, elle n'est pas sans conséquence, elle n'est pas neutre. L'interprétation, elle se fait en fonction de ce que le juge ici estime être le bien commun pour la société, donc de sa propre vision du bien commun, qui est parfois une vision du bien commun qui est Pas très commune. contradictoire. Oui, non, qui est différente de celle, je dirais, parfois du simple bon sens commun et parfois effectivement du choix de la majorité. Donc il y a un moment où, devant cette divergence, je crois que la démocratie, c'est aussi de faire appel au souverain, pour trancher entre les éléments, et donc, dans certains cas, de faire appel au référendum. Sauf que, voilà, précisément, même la légitimité des élus est remise en question. Je veux dire, tout le monde a en tête Emmanuel Macron avec son très faible pourcentage de popularité. On a tous en tête les barrages démocratiques qui s'organisent aux élections. Il y a déjà aussi certains élus qui, selon les Français, n'auraient même pas dû être en place parce qu'ils sont élus avec, dans les faits, initialement, parfois, à peine 10% de voix. Ah oui, ça, ce sont les règles du jeu, si vous voulez. Effectivement, si je me présente à une candidature, que je suis seul à me présenter et que personne ne vient voter pour moi à part moi-même, ma femme et mon chien, je serai quand même élu avec, entendez-vous bien, une très faible majorité. Mais voilà, c'est la règle du combat politique. Alors que le combat politique soit ensuite faussé, qu'on écarte les gens, que cela effectivement conduise à l'élection de gens qui, derrière, ont une légitimité affaiblie, c'est une chose, mais il n'en reste pas moins démocratiquement élu. Quant à dire que Emmanuel Macron, parce qu'il est bas dans les sondages, n'a plus de légitimité, cette baisse dans les sondages n'est jamais qu'une baisse dans les sondages. Ça n'affecte pas sa légitimité, il a été démocratiquement élu, et il est démocratiquement tout à fait à sa place à la présidence de la République. Et on a l'impression qu'en fait, finalement, peut-être que le problème de fond, c'est un conflit justement entre démocratie et république d'une certaine façon. C'est le conflit entre la structure et les personnes qui tiennent ces structures, c'est ce qui inclut évidemment les juges, mais aussi, en fait, justement, avec cette question de la légitimité populaire qui se pose derrière, est-ce que la question, finalement, c'est pas celle soit de l'état profond, soit de l'existence les hauts fonctionnaires, etc., soit de l'existence même de ces structures. On parle beaucoup de remise en question de l'état de droit. Est-ce que quelque part, c'est le système en général que les Français remettent en question, ou est-ce que c'est les personnes qui le tiennent ? C'est ni les personnes ni le système. Je crois qu'ils remettent en cause l'approche du fonctionnement du système. Vous avez une formule très juste, je crois, lorsque vous dites la différence est peut-être entre la démocratie et la République. Et c'est là qu'on voit les deux éléments de légitimité. C'est une très bonne formule, je crois. La démocratie, effectivement, c'est de dire que la légitimité, c'est la légitimité de ceux qui ont été validés par le peuple. La République, c'est de dire ma légitimité, c'est de défendre les valeurs de la République, dont Frédéric Rouvillois, dans un ouvrage, a parfaitement démontré le caractère totalement flou, changeant, hésitant, et en tout cas l'espèce de patchwork que cela peut être. Donc d'un côté, et au nom de quoi certains défendent les valeurs de la République et les principes de la République qui sont par exemple inscrits dans la Constitution, pour le juge constitutionnel, c'est son rôle, pour le Conseil d'État, c'est son rôle, pour la Cour de cassation, c'est son rôle. Voilà, ça, c'est leur fonction. On ne peut pas, encore une fois, leur reprocher. On peut leur reprocher les interprétations qu'ils font du texte, considérer que ces interprétations sont trop extensives, que par exemple, lorsque le Conseil constitutionnel nous explique qu'au nom de la fraternité, il est interdit de condamner quelqu'un qui porte une aide à une personne en situation irrégulière sur le territoire, très bien, on a légitimement le droit de critiquer cette interprétation. Mais on ne peut pas reprocher au juge, encore une fois, de faire son travail, c'est-à-dire de faire son travail d'interprétation. Et sur la base de quoi ? Sur la base, comme vous le disiez, c'est ce qu'il estime être la République. Et en quelque sorte, effectivement, parfois, vous avez raison, la République peut s'opposer à la démocratie parce que ce sont deux légitimités, comme je le disais auparavant, qui sont confrontées l'une avec l'autre. Et il y a un système qui existe outre-Atlantique qui permet d'asseoir la légitimité du pouvoir judiciaire,
c'est l'élection des juges. Est-ce que, selon vous, c'est quelque chose qui pourrait permettre de remettre une forme de confiance du peuple justement dans cette République, dans la justice et dans l'interprétation qui peut être faite justement de la République? Il n'est pas faux de dire qu'actuellement, le système de recrutement des juges commence à poser un certain problème. Lorsque les juges sont ouvertement politisés, appartiennent à des syndicats ouvertement politisés, est-ce normal de voir qu'un juge soit dans un parti politique, c'est une chose, un syndicat très politisé, qu'il stigmatise un certain nombre de personnalités politiques en faisant un mur des cons, par exemple, est-ce que c'est normal? Lorsque le procureur d'un procès récent, celui de Madame Le Pen, lorsque le procureur nous dit je peux pas demander la relaxe, ça me ferait trop mal. J'entends bien la souffrance de la malheureuse bête, mais est-ce vraiment le rôle du juge que de dire cela? Voilà, et de pouvoir le faire sans qu'il y ait de sanctions. Ça, c'est un véritable problème. Est-ce que l'élection résoudrait tout? Peut-être pas. En la matière, je crois que l'élection des juges telle qu'on peut la connaître aux États-Unis peut être un élément qui effectivement, qui évite certaines dérives du mode de recrutement, mais pourrait conduire à d'autres dérives qui ne seraient pas nécessairement préférables. Je crois que par contre, voir le Conseil supérieur de la magistrature s'intéresser d'un peu plus près à certaines dérives et certaines prises de position de ses membres, au lieu de faire croire à chaque fois que lorsqu'on attaque ces dérives, on attaque la justice, ce qui n'est absolument pas la même chose, je crois que ça serait effectivement une bonne chose. On a quand même, vous avez raison de parler du Conseil national de la magistrature. On a vu dans les années précédentes avec l'un de ses responsables qui a carrément refusé de venir témoigner quand on lui a demandé de le faire. Qu'il y avait une farouche volonté d'indépendance de la justice qui va jusqu'à refuser le moindre contrôle démocratique, comme si la justice était plus légitime en tant que telle que n'importe quel autre pouvoir en France. Et est-ce qu'il y a là aussi les ferments d'un illibéralisme et où, sous prétexte d'empêcher que un État tyrannique ne mette la justice sous sa coupe, on n'est pas en train d'élever une autre tyrannie qui est celle de la justice, qui s'affranchirait d'absolument tous les pouvoirs et qui n'accepte que son autorégulation? Écoutez, soyons clairs, vous connaissez la grande formule de Montesquieu, cher Richard, un pouvoir par nature abuse du pouvoir. Le pouvoir judiciaire est un pouvoir comme les autres. Autrement dit, un pouvoir n'est jamais auto-limité. L'autolimitation d'un pouvoir, ça n'existe pas. Il n'y a jamais qu'une hétérolimitation. Les juges, ici, en prennent fort à leur aise uniquement parce qu'ils savent que le pouvoir politique est en situation de grande faiblesse en France, qu'il n'existe quasiment plus. Le pouvoir politique, il est actuellement pris en étau entre une bureaucratie qui est en roue libre et qui fait absolument n'importe quoi et ce qu'elle veut, et des juges qui sont en roue libre et qui font absolument ce qu'ils veulent. Maintenant, ce n'est pas une nouveauté. À toutes les périodes de notre histoire, y compris sous l'Ancien Régime, avec les parlements d'Ancien Régime, à chaque fois que le pouvoir politique a été fort, les juges ont essayé de prendre la barre sur le pouvoir politique, et à chaque fois, faible, le pouvoir politique faible, bien sûr, et à chaque fois, au contraire, que le politique a été fort, les juges se sont collés derrière le pouvoir politique, et y compris avec des soumissions assez particulières. On rappellera par exemple la manière dont les juges, quels qu'ils soient, ont accepté certains textes du gouvernement de Vichy sans que cela leur pose de grands problèmes, en se félicitant même du respect strict quasiment de la démocratie, pour ensuite voir ces mêmes juges condamner les politiques pour fait de collaboration quelques années plus tard. Bref, la justice, c'est comme vous, c'est comme moi, c'est comme n'importe qui. Nous n'avons pas cette faculté d'auto-limitation, ou les saints l'ont sans doute, j'entends bien, quelques êtres admirables l'ont, mais en règle générale, et c'est bien ce que nous dit Montesquieu, c'est ce que nous dit Tocqueville en examinant la démocratie en Amérique. Voilà. Il faut à un moment qu'il y ait une hétérolimitation. Or, de ce côté-là, sincèrement, du côté de la magistrature, il y a un petit problème, vous avez raison, et la justice entend bien effectivement s'affranchir de toute limite et se poser comme la seule arbitre des élégances démocratiques et républicaines.
Christophe Boutin, on va terminer sur ces mots. Merci Alexandre de Galzin, merci Richard de Cesse d'avoir mené cet entretien. On va continuer à suivre le dossier. On a compris qu'il y avait plein de problèmes, mais tout n'est pas foutu. Merci Christophe Boutin d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle quand même le titre de vos ouvrages, si ça intéresse les auditeurs: le dictionnaire du conservatisme, le dictionnaire des populismes et le dictionnaire du progressisme, entre autres, donc coécrit avec Olivier Dard et Frédéric Rouvillois. Merci beaucoup. Et puis, ils peuvent retrouver aussi vos travaux réguliers sur Atlantico. Merci beaucoup et à très bientôt, Christophe Boutin.